Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue, l'émission où les plus belles intelligences de ce pays débattent de l'actualité du jour. Et l'actualité du jour aujourd'hui, c'est la visite en France du président égyptien Al-Sisi et les déclarations du président de la République Emmanuel Macron, disant hier que la France n'avait pas à donner des leçons, y compris en matière de droits de l'homme. Est-ce un tournant dans la stratégie, dans la politique étrangère de la France? Nous en débattrons. L'homme que vous voyez là, c'est évidemment Christophe Castaner. Il n'est plus seulement le porte-parole du gouvernement, il est le futur délégué général de la République En Marche. Il a été préféré à Benjamin Griveaux et c'est le président de la République, encore lui, qui l'a choisi. Tout cela est-il bien normal, démocratique, logique? On en parlera. Nous parlerons aussi des Républicains qui n'ont pas réussi hier à se mettre d'accord, ou plus exactement à atteindre le quorum suffisant pour exclure les constructifs, dont le député Thierry Solaire, ces constructifs qui soutiennent de façon plus ou moins directe Emmanuel Macron. Et puis nous parlerons de l'affaire de harcèlement sexuel, des rebondissements de ce dossier, avec la proposition de Nicole Belloubet de créer une loi sur les outrages sexistes. Et puis la dernière révélation en date, c'est l'ancien président américain George Bush père qui est accusé de harcèlement sexuel. Nous y reviendrons avec nos 4 invités. Bonsoir Elisabeth Lévy, on est très heureux de vous accueillir dans Point de vue. Vous êtes la directrice de la rédaction de Causeur. En une de votre magazine ce mois-ci, Paris 2024, allez jouer ailleurs, un dossier qui réjouira ce que vous appelez les JO-sceptiques. Vous êtes aussi l'animatrice de l'Esprit de l'escalier, chaque dimanche sur Radio RCJ avec Alain Finkielkraut. Votre dernier livre, Les Rien-Pensants, j'insiste, Les Rien-Pensants, est paru il y a quelques jours, ou même ces jours-ci, aux éditions du Cerf. Bonsoir Erwan Lenormand, vous êtes essayiste, consultant en stratégie, maître de conférences à Sciences Po, chroniqueur chez nos confrères de l'Opinion. Votre livre, La France des opportunités, toutes les bonnes nouvelles qu'on ne vous dit pas, est paru aux Belles Lettres. Bonsoir Émile Leclerc. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études chez Odoxa France, l'institut de sondage désormais bien connu, même si c'est un petit nouveau dans le monde des instituts de sondage. 3 ans, c'est bientôt l'âge de raison. Et bonsoir Renaud Girard. Bonsoir. Vous êtes bien sûr le chroniqueur international du Figaro, que les lecteurs de ce quotidien éminent peuvent retrouver tous les mardis dans ces colonnes. Et vous êtes l'auteur de Quelle diplomatie pour la France? Prendre les réalités telles qu'elles sont. C'est paru il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant aux éditions du Cerf. Vous avez le même éditeur qu'Elisabeth Lévy. Excellent éditeur. Excellent éditeur. Du reste, la preuve, c'est qu'il fait preuve de discernement dans le choix de ses auteurs. Je vous propose de commencer cette émission en parlant, pas tant de la visite du président égyptien Al-Sisi que des déclarations du président de la République française, Emmanuel Macron, disant que nous n'avons pas de leçons, nous la France, à donner aux pays tiers en matière de droits de l'homme. Écoutez le président de la République. Des États. Et donc, de la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je n'en donne pas aux autres. Et bien souvent, avec les meilleurs sentiments du monde, nous avons su créer la situation que nous connaissons en Irak, la situation que nous avons eu à connaître en Libye, ou à vouloir donner des leçons hors de tout contexte et à mettre à bas des systèmes politiques qui ne partageaient pas nos valeurs. Nous avons produit quoi? L'anomie, des morts encore plus certaines et de la violence radicale. Cher Renaud Girard, votre modestie du-t-elle en souffrir? J'ai l'impression de lire une de vos chroniques, parce que ça fait longtemps que vous dites ça. Vous dites que les pays ne sont pas faits pour faire de la morale, mais pour être efficaces et lucides. C'est tout à fait d'ailleurs le sous-titre de mon livre, Prendre les réalités telles qu'elles sont. Que le président de la République a sûrement lu d'ailleurs. Je pense qu'il l'a lu pendant la campagne électorale, effectivement. En fait, c'est le shadow cabinet. Voilà. Et je suis effectivement, j'ai beaucoup combattu l'attitude, par exemple, de Laurent Fabius. Vous vous souvenez que Laurent Fabius, par exemple, voulait organiser une conférence sur la Syrie à Genève, sur la paix en Syrie, et ne voulait pas convoquer à cette conférence l'Iran. Il acceptait de convoquer la Norvège, mais pas l'Iran, parce que l'Iran était un pays méchant, il faisait donc de la morale. Alors et moi, j'avais expliqué un intervenant majeur de la crise syrienne. Oui, et qu'on n'a aucune chance de résoudre la crise syrienne si l'Iran n'est pas à la table de négociation, puisque c'est le principal allié avec la Russie du régime de Bachar el-Assad. Je pense que le président de la République a raison de dire ça. Je pense que la France ne doit pas rayonner, doit rayonner par son exemple. Bien sûr que nous sommes attachés aux droits de l'homme, nous les avons inventés. Et je suis très content
que nous profitions, là tous ensemble, de la liberté d'expression. Mais d'ailleurs, juste après les avoir écrits, les avoir inventés en 1789, on a fait quelques petites exceptions en 1792, 93, etc., parce qu'on avait une guerre. Voilà. Et donc, nous savons aussi faire des exceptions. Non, je pense que nous devons rayonner dans le monde par notre exemple. C'est-à-dire, la France, effectivement, un système politique qui marche bien, un système économique qui marche bien, un système social, un système éducatif, et que ce modèle est un système culturel, et mais je ne suis pas pour la diplomatie de la leçon de morale, la diplomatie à la Hollande ou à la Sarkozy aussi. À la Sarkozy aussi, et cette diplomatie qui consiste à vouloir faire par la force, quelquefois même, de tous les pays du monde l'équivalent de nos régimes. Puisque cette politique est finie. Vous savez, c'était Jules Ferry qui disait la mission civilisatrice de la colonisation. Mais ça, c'est fini. Nous avons renoncé à ça en 1945. Et donc, je pense que Macron a tout à fait raison de dire que ce n'est pas à lui à gérer la guerre, parce qu'il faut reconnaître que le président Sisi en Égypte, il a une guerre, il est en guerre contre les frères musulmans. Ouais. Et contre il l'explique d'ailleurs dans une interview au Figaro qu'il vous a donnée cette semaine. Tout à fait, hier, il a donné une Figaro hier, et il est en guerre, c'est-à-dire il a d'ailleurs eu 30 policiers qui viennent de se faire tomber dans une embuscade dans le désert libyque, et qui ont été tués. Et donc je trouve ça tout à fait normal. Je pense que par ailleurs, Macron peut, par derrière, parce que je crois aussi à la diplomatie secrète, je pense que c'est très important qu'il y ait du secret dans la diplomatie, je pense que par ailleurs, ça permet à Macron d'insister sur des dossiers personnels, etc. Comme avec les Chinois, je pense que ça sert strictement à rien de dire aux Chinois, vous êtes des méchants, vous êtes des mauvais, faites comme nous, ça ne change rien. Émile Leclerc, le sondeur que vous êtes, c'est ce que pensent les Français de ce sujet? Est-ce qu'eux, ils trouvent que la France, c'est d'abord le pays des droits de l'homme et qu'on doit être des exemples, voire parfois donner des leçons, ou pas trop? Alors, les Français sont attachés aux droits de l'homme, oui, ils nous le disent à longueur de sondage. Maintenant, on ne les a pas interrogés particulièrement sur le cas d'Al-Sisi. Mais on peut penser, oui, que les Français peuvent comprendre ce que vous dites, savoir cette idée qu'on peut parler droits de l'homme en privé et on peut soulever quelques questions, comme l'ont fait d'ailleurs la majorité des présidents par le passé, sans pour autant afficher clairement, médiatiquement et au vu et au su de tout le monde, et pointer du doigt un pays qui ne respecterait pas les droits de l'homme tels qu'on les imagine en Occident, plus largement qu'en France d'ailleurs. Elisabeth Lévy, allez-vous vous indigner? Non, pas du tout. Non, au contraire. Non, mais je ne sais plus, je voulais demander à Renaud qui avait dit que les peuples n'aimaient pas les missionnaires bottés. Je crois bien que c'est Robespierre, d'ailleurs, qui n'était pas, comme Renaud l'a rappelé, particulièrement un parangon des droits de l'homme, je dirais. Donc ça, je crois que Macron a tout à fait raison en général, et il a surtout raison pour l'Égypte. Rappelez-vous l'enthousiasme délirant auquel il était impossible d'échapper sous prétexte d'être traité de raciste et d'arabophobe au moment des printemps arabes. Quand on disait, attention, ces pays ne sont pas exactement des structures d'État, des structures sociales démocratiques, et donc c'est pas en plaquant des élections que ça va marcher. On disait, il va y avoir l'islamisme à la sortie des urnes. On se faisait traiter, mais de tout. Je veux dire, on était vraiment des salauds. BHL allait de plateau en plateau en disant vraiment, je veux dire, vous aimez rien, vous voulez pas la liberté pour les peuples arabes. Le printemps arabe, on voit ce que ça a donné. Donc maintenant, je pense que dans toutes les chancelleries, on a une trouille bleue d'une chose, c'est que l'Égypte tombe. C'est vraiment la dernière chose dont on a besoin, si vous voulez. Donc, alors bien sûr, les journalistes, eux, ils adorent qu'on prodigue des leçons de morale. Si la politique étrangère de la France se faisait non pas à la corbeille, mais dans les médias, si vous voulez, ou dans la rédaction du Monde, je veux dire, on passerait notre temps à donner des leçons de morale au monde. Mais j'ai été étonné, Renaud, que dans votre propos, vous n'ayez pas cité les néoconservateurs. C'est parce qu'il ne voulait pas être trop long, c'est pour ça. Ah bah voilà. Non. Oh, quel tranquille qu'il est bon. Voilà. C'est bon. Merci. Erwan Lenon. Non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je trouve ça assez rassurant, en réalité, cette position d'Emmanuel Macron, parce que
Il montre qu'il a une vision assez réaliste des relations internationales. C'est l'intérêt de la France qui compte. Et donc, quand il faut aller travailler avec des pays qui ne sont pas des idéaux démocratiques, travailler avec eux. Ce n'est pas nécessairement les premières impressions qu'il m'avait laissées à moi, mais je suis peut-être moins à la vie internationale que d'autres. Quand il est au début de son mandat, quand il avait tapé sur Trump, tapé sur Poutine, montrant, en roulant un peu des mécaniques. Voilà, mais il les avait reçus, mais en affichant bien fortement qu'il avait critiqué Poutine sur les droits de l'homme. Il avait critiqué Trump, pour le coup, à mon sens, en commentant la vie politique interne américaine d'une certaine façon. Je trouve que là, il montre qu'en réalité, ce qui compte de son point de vue, c'est l'intérêt politique du pays et son intérêt politique à lui. Et c'est quelque chose finalement assez rassurant, parce que c'est très rationnel. Et ce qui est très intéressant, je trouve, moi, dans le petit livre que vous avez montré à l'écran, j'ai une théorie de l'ennemi principal. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas faire la guerre à des gens qui ne sont pas nos ennemis principaux. Vous vous souvenez que François Hollande voulait faire la guerre à la Syrie de Bachar al-Assad en septembre 2013. Et simplement, nous n'avons pas fait la guerre à Bachar al-Assad parce que les Américains et les Britanniques se sont démobilisés au dernier moment. Moi, j'étais pas pour faire la guerre à Bachar al-Assad. Certes, il est certainement très cruel, et c'est certainement un État policier en Syrie là-bas, mais parce que nous avons un ennemi principal. Et c'est pas Bachar al-Assad. C'est pas Bachar al-Assad qui tue nos enfants dans nos rues. Ce sont les islamistes qui tuent nos enfants dans nos rues. Et effectivement, dans les déserts libyques, et puis en Cyrénaïque aussi, les Français et les Égyptiens, les forces spéciales françaises et les Égyptiens, main dans la main, combattent ces djihadistes qui commettent des attentats au Caire, mais qui en commettent aussi en Afrique noire, enfin qui veulent descendre, qui en commettent évidemment en Tunisie, qui est notre allié, qui veulent envoyer des djihadistes sur la France. Donc, effectivement, nous avons un ennemi, ça Macron l'a bien isolé, et cet ennemi, il va prendre tous les alliés possibles. Alors, Sisi est un allié possible contre les djihadistes, et même, disons-le, Poutine peut être tout à fait un allié contre les djihadistes. Voilà, disons-le. Il n'y a pas une forme de cynisme quand même là-dedans Non, mais écoutez, je trouve que c'est presque encore plus cynique, si vous voulez, de faire la politique de l'émotion. Parce que, dans le fond, pour faire bien, pour faire plaisir à vos opinions qui réclament de l'action, et puis parce que derrière, on vous dit des enfants vont mourir, donc on vous la fait à l'estomac. Donc, je veux dire, en gros, vous êtes un peu coincé, vous devez intervenir. Et après, si vous voulez, c'est après moi le déluge. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Alors, encore une fois, là, je pense qu'il ne faut pas que l'Occident soit trop outrecuidant et prétende que tout vient de lui. Je ne sais pas ce qu'il serait advenu ni du régime de Saddam Hussein, ni du régime de Kadhafi, qui n'avait pas une légitimité, me semble-t-il, tellement énorme, si on n'était pas intervenu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ce genre de choses, qu'on va avec nos grands pieds et nos bons sentiments, si vous voulez, qui sont très louables, on ne peut pas faire ça se termine mal, on ne sait pas quoi faire après parce qu'on ne va pas reconstruire les États. Nous, si vous voulez, le problème, ce sont des États pas légitimes. Et je veux dire, qu'est-ce qu'on fait après? On est englués, regardez les Américains. Ils voulaient partir d'Afrique. Je suis d'accord, Elisabeth Lévy. Je crois qu'on ne va jamais arrêter ce qu'on appelait déjà, avant la guerre de 14, les interventions d'humanité. Oui. Mais je pense qu'il faut les encadrer. Et c'est ce que j'ai expliqué dans ce livre. Il faut donner 3 conditions. Première condition, vous voulez virer un moustachu qui s'appelle Saddam Hussein, Bachar al-Assad, qui vous voulez Kadhafi, etc. Vous le remplacez par qui? Voilà, c'est ça, bravo. Vous le remplacez par qui? Ça, c'est le premier critère. Est-ce que vous avez une équipe de remplacement? Pas les espèces de Mickey que nous avait montré notre ami Bernard-Henri Lévy à l'hôtel Raphaël, qu'il avait ramené à Sarkozy sur la Libye, qui ont été bien sûr incapables de gouverner la Libye. Ils ont montré d'ailleurs leur incapacité à gouverner la Libye. Donc, est-ce que vous avez une équipe de remplacement? La deuxième question que vous avez, vous faites ça pour protéger les populations civiles. Vous le dites, vous obtenez l'autorisation de l'ONU au nom de la protection, du devoir de protection des populations civiles. Est-ce que vous pouvez simplement leur garantir que leur situation sera meilleure après l'intervention militaire qu'avant? Il se trouve que je suis retourné plusieurs fois en Libye après l'intervention occidentale et je suis retourné plusieurs fois en Irak après l'intervention occidentale. Je n'ai pas trouvé une seule famille de Benghazi ou de Tripoli ou de Bagdad qui ne regretta pas le régime ancien. Il me disait, oui, certes. Même les chiites. Oui, et je parle bien des chiites parce que la dictature politique, les gens n'aiment pas ça.
Mais il y a pire que la dictature, il y a l'anarchie. Il y a pire que l'anarchie, il y a la guerre civile. Effectivement, les familles chiites de Bagdad, elles ont peur maintenant d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est le pire pour une famille. Et c'est pour ça... voilà. Je ne parle pas des familles chiites du Sud, c'est un peu différent. J'ai parlé de Bagdad, et là, c'est tout à fait sûr. Voilà, on rappellera que vous avez couvert pour Le Figaro tous ces conflits et d'autres. Je vous donne les commentaires de nos internautes qui sont assez d'accord avec vous. Yves Aguila qui nous dit « Nous sommes jugés comme étant arrogants dans les pays étrangers et particulièrement dans le monde oriental. » Tim nous dit « On lance des bombes et on oublie l'avenir. » C'est Chris Issa nous dit carrément il n'y a plus de droits de l'homme, ça n'existe plus. Quant à Josh, il se réjouit de la présence d'Elisabeth Lévy, mais nous aussi. Et Soudi nous dit on cherche toujours l'ONU. 3 petits points, vous venez d'y faire allusion. Erwan Lenan, est-ce que ça veut dire que cette idée traditionnelle selon laquelle le développement des pays, ça allait de pair avec la démocratie, c'est quelque chose qu'il faut oublier aussi? C'est-à-dire qu'en fait, on disait aussi les droits de l'homme, c'est utile parce que c'est un facteur objectif de développement pour un pays? Non, je ne crois pas que ce soit, mais je ne crois pas que ce soit d'ailleurs le discours du président de la République. Il n'est pas de dire qu'il faut oublier les droits de l'homme, mais c'est de dire que d'abord c'est l'intérêt de la France qui passe en premier, et donc et je rejoins tout ce qui a été expliqué à l'instant. Mais il y a aussi l'idée que dans le développement, ce n'est probablement pas que les droits de l'homme, mais que peut-être que les droits de l'homme sont aussi la conséquence d'un développement économique, et ce que disait Elisabeth Lévy tout à l'heure, d'avoir une société civile qui soit suffisamment forte et prête à avoir les institutions suffisamment solides pour mettre en place une démocratie. Donc je ne crois pas du tout qu'on ait, ni en France ni ailleurs, l'idée que la démocratie ne soit pas faite pour certains pays, ni que la démocratie n'advienne pas un jour dans ces pays-là. Mais par contre, on est revenu sur l'idée qu'on pouvait avoir dans les années 2000, à la fin ou après la chute du mur de Berlin, qui était de dire on va accélérer l'avènement de la démocratie dans un certain nombre de pays. Oui, l'idée, c'était aussi que les droits de l'homme, que la démocratie allait arriver comme par miracle avec le marché, comme le montre évidemment l'expérience, comme le montre l'expérience chinoise, je dirais. Mais Macron, il est pour la démocratie, il est pour les droits de l'homme. Il est pour les droits de l'homme en France. Et il a remarqué que Bonaparte n'est plus en Égypte et que la France ou l'Angleterre n'administre plus l'Égypte. Et que donc c'est à l'Égypte de trouver le moyen. Oui, alors évidemment, ça a une limite, comme vous l'avez dit, parce que sinon, c'est charbonnier et mettre chez soi. C'est ce qu'on a dit à Hitler en 1938. Je veux dire, en gros, il a dit ah bah oui, débrouillez-vous avec vos juifs, nous on se débrouille. Chacun. Donc évidemment, il doit y avoir une limite à cela. Le problème, c'est qu'on nous dit tous les 4 matins que c'est Hitler. Si vous voulez, tous les 4 matins, on nous dit qu'il y a un Hitler qu'il faut combattre. Or, ça, avec ça, les opinions, quand vous dites c'est Hitler, qui va dire ah ben non, il ne faut pas y aller? Si vous voulez, ça nous empêche vraiment de penser cette analogie. Mais apparemment pas, Emmanuel. Vous êtes devenu macroniste en fait, Elisabeth Lévy. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on doit justifier à chaque fois qu'on approuve quelque chose chez Macron. Je vous pose une question. Alors, eh bien, je dois dire que là-dessus, de toute façon. Moi, sur Macron, on en parlera peut-être pas tout à l'heure. Souvent, ce qui me gêne chez Macron, c'est pas forcément ce qu'il dit, c'est aussi ce qu'il ne dit pas parfois. Et par ailleurs, en politique étrangère, je suis séduite par ce langage qui ne va pas dans le sens du vent, qui dit les choses clairement. Vous l'avez rappelé, je veux dire, sa légitimité, c'est quand même effectivement de défendre les intérêts de la France et pas d'aller faire le beau devant les caméras et devant les associations en disant « Regardez comme je suis un bon défenseur de ces merveilleux droits de l'homme que nous avons inventés. » Et bien sûr qu'il est pour les droits de l'homme, évidemment. Eh bien, on va voir si vous êtes tout autant macroniste quand vous réagirez à la désignation du patron de la République En Marche. Au cas où vous n'auriez pas suivi, je vous rappelle que le parti du président de la République attend l'élection de son délégué général. Enfin, l'élection, c'est un bien grand mot parce que, d'après ce qu'on a compris, le président choisit et ensuite les 380 000 adhérents sont invités, s'ils le souhaitent, à valider ce choix. Finalement, le choix, il est fait. C'est Christophe Castaner, donc le porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. C'est quand même, Erwan Lenan, une drôle de façon de procéder, non? Ça ne vous choque pas que ce soit le président de la République qui choisisse le patron du parti? On pourrait organiser un truc qui s'appelle une élection. Oui, alors c'est choquant au sens où Emmanuel Macron a prétendu qu'il allait révolutionner la politique, que désormais il y aurait un mouvement et pas un parti, et que ça allait être complètement différent de ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Si vous y avez cru, évidemment, c'est choquant. Ah bah oui. Mais comme ce n'est pas exactement mon cas, que je crois que les partis politiques ont
une légitimité, un rôle qui est de gagner des élections, de permettre au pouvoir d'exercer quand ils sont dans la majorité, permettre au gouvernement d'exercer son pouvoir, je ne suis pas surpris que la démarche ne soit pas nécessairement démocratique. Voilà. Donc, franchement, avec ce que les primaires ont fait au parti, mais écoutez, je veux dire vraiment, ça m'étonne de vous voir défendre à ce point le basisme. Parce qu'en réalité, s'ils avaient fait semblant, finalement, qu'est-ce qui se serait passé? Macron aurait choisi derrière, non? Je veux dire, le parti du président, ça vous étonne que le parti du président... C'est ce qui s'est toujours passé. Voilà. Mais moi, je pense que c'est quand même une erreur dans le sens où il aurait pu profiter de cette opportunité pour faire émerger des personnalités. Parce que le problème d'En Marche aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune personnalité autre que celle de Macron et de quelques personnalités politiques connues. Mais c'était l'occasion justement de montrer qu'il y a un véritable parti derrière et non pas juste une machine électorale. Et c'était l'occasion de faire émerger des personnalités politiques qui auraient pu débattre entre elles au sein même d'En Marche. Et il a raté une occasion là, je pense, en affirmant encore une fois, et ça renforce le sentiment que les Français ont déjà, que autour de Macron, c'est qui même me suive, aucune tête ne dépasse. Et surtout, on ne conteste pas les choix du chef. Et là, c'était l'occasion. Ça les gêne, les Français, franchement? Non, je pense pas que ce soit un... Non, sincèrement... Est-ce qu'ils vous disent que ça les ennuie? Non, pas du tout. Je pense que c'est pas un sujet pour eux. C'est ça. C'est pas un sujet, mais comme de la démocratie à la République En Marche, les Français. Voilà, il ne coupe pas avec les traditions politiques des autres partis. Il fait la même chose. Et il a raté, à mon sens, une occasion de faire émerger son parti au-delà de sa présidence. Il n'a peut-être pas envie. Non, il n'a peut-être pas de... Ça, c'est son droit. Pas de bons candidats pour tenir il son avait truc. Peut-être pas. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il pousse les logiques de la Ve République à leur maximum. Et contrairement aussi à ce qu'on avait beaucoup dit, cru, commenté pendant la campagne présidentielle, là où je suis moins catégorique qu'Elisabeth Lévy, c'est je pense quand même qu'on ne peut pas prendre l'absence d'élection des présidents de parti et des candidats potentiels aux élections comme un fait acquis. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des primaires pour l'ensemble des partis. J'ai du mal à croire personnellement qu'on puisse revenir à un système qui soit de la même façon pour le... Peut-être qu'on ne peut pas, mais excusez-moi, c'est une très mauvaise chose parce que c'est une mode qui n'a pas parti. À parti, si vous voulez, c'est pas fait pour se chamailler pendant des plombes sur son leader et de faire des élections plus ou moins réussies. C'est fait normalement. Ils ont tellement travaillé sur leur primaire qu'ils n'ont plus travaillé sur leur programme. Je suis d'accord avec vous. Il y a quand même quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on par ailleurs, par ailleurs, là où je suis d'accord avec vous, c'est que la vieille politique ressemble beaucoup à l'ancienne, mais moi, j'ai pas l'impression que dans les partis, que ce soit les Républicains ou au PS, s'il y a encore quelqu'un qui répond au téléphone, j'ai pas l'impression qu'on se félicite tellement du processus des primaires. Surtout qu'on a trouvé quelqu'un d'absolument remarquable avec Christophe Castaner. Et si vous en doutiez encore, je vous propose d'écouter ce témoignage émouvant de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. C'était ce matin sur France Info. Il est candidat à la République En Marche parce qu'en fait, il a été choisi par Emmanuel Macron. Oui, et alors? Pas très démocratique, ça non plus. Écoutez, moi, je considère que le parti du président de la République mérite d'avoir à sa tête quelqu'un qui est tout à fait dynamique, rassembleur, porteur d'une logique très claire, d'une visibilité, d'une pugnacité. Christophe, je crois, répond à toutes ces qualités-là. Et je suis certaine que les adhérents de la République En Marche seront très heureux d'avoir quelqu'un comme lui à leur tête. Renaud Girard, ça fait un peu 19e congrès du Parti communiste chinois, non? Qui a lieu en ce moment. Oui, mais écoutez, moi, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Nous vivons dans un système monarchique qui a été créé par le général de Gaulle. Avant, il y avait le régime des partis. Il méprisait ouvertement le régime des partis. Il a fait un discours à Bayeux en 1946 contre le régime des partis. Et il est venu pour faire une autre Constitution pour remettre, je dirais, les partis à leur place. Les partis ne sont pas d'ailleurs distingués superbement au cours des 10 dernières années dans les initiatives qu'ils ont amenées, dans le débat d'idées. Enfin, ni sur la droite ni sur la gauche. D'ailleurs, les Français n'ont pas d'ailleurs un amour fou pour leur parti. Enfin, c'est pas quelque chose qui passionne les Français. Et je vois pas. On aurait aimé que ce fussent des boîtes à idées. Bon, ils ont montré que ça ne l'était pas. Donc, en fait, Emmanuel Macron a, les rois de France, c'est-à-dire qu'il a gagné à la fois la présidentielle et les législatives, c'est-à-dire que, en fait, les Français ont confirmé leur adhésion à Emmanuel Macron, c'est ça, en fait, les législatives, on confirme, voilà, et donc, ce qu'il faut, effectivement, c'est qu'il ait un homme à lui pour tenir le parti, peut-être pour en faire aussi une boîte à idées, pour que des idées reviennent, mais ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il gouverne. C'est-à-dire qu'il parle moins, peut-être,
vraiment qu'on fasse, enfin là il a quand même fait des ordonnances importantes, qui est des vrais changements, une vraie réforme, pour que enfin la France ne soit pas le petit dernier de la classe européenne et ait un chômage à 4% comme l'Allemagne. Voilà c'est ce sur quoi on attend Emmanuel Macron, et par exemple aussi qu'il fasse les vraies réformes à l'école, par exemple. Alors il a dit, c'est un ministre qui est très bien parti, qui veut faire effectivement lire, compter, écrire, etc., mais qu'on établisse bien sûr, mais bien sûr que je suis réactif, bien sûr qu'ils vont faire, bien sûr, mais je me moque de ce que peut penser la pensée politiquement correcte de ce que je dis, bien sûr qu'il faut de la sélection à l'université. L'université ne doit pas être une garderie. On s'est un peu éloigné de la République En Marche. Je verse une pièce au dossier et ensuite je passe la parole à Erwan Lenormand. Les internautes du Figaro qu'on a questionnés sur ce sujet, est-ce le rôle d'Emmanuel Macron de désigner le nouveau patron de la République En Marche, eux trouvent plutôt que ce n'est pas le job du président de la République. Je précise tout de suite, sous le regard attentif d'Émile Leclerc, que ce n'est pas un sondage, mais une question à laquelle on répond sur la base du volontariat. Est-ce que c'est toujours cette proportion pour Macron? Je ne sais pas, ils sont pas toujours aussi macroniens que vous, chère Elisabeth Lévy. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais comme il faut quand même que mon côté libéral ressorte un peu, je ne trouve pas tout à fait rassurant que les Français n'y voient aucun problème, que les Français trouvent aucun problème à ce que le président concentre tous les pouvoirs. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. On est dans on est dans un régime qui est plus monarchiste que démocratique, et Emmanuel Macron accélère les tendances, mais je pense que c'est vrai depuis un certain nombre d'années. On a un déclin de l'esprit démocratique en France qui se voit dans le contrôle des libertés publiques, dans la centralisation du pouvoir, dans aussi une certaine censure morale du débat public, mais aussi dans les libertés individuelles, qui personnellement Vous pensez à quoi quand vous parlez de censure dans le débat public? Elisabeth Lévy en parlera mieux que moi, mais je crois qu'il y a un certain nombre on en parlera tout à l'heure probablement. Il y a eu un certain nombre d'élections, là, on a voté quoi? 6 fois, 8 fois, 10 fois, combien de fois on a voté là? Mais ça ne veut pas dire que le débat public, ça ne veut pas dire que dans le débat public, toutes les questions peuvent être débattues. Les solutions, si vous voulez, prenez le fonctionnement institutionnel de la Ve République poussé à son extrême par Emmanuel Macron, c'est de l'hypercentralisation, une manière de gouverner qui est de la régulation administrative qui progressivement à éliminer l'ensemble des contre-pouvoirs et s'attaque au dernier qu'aujourd'hui celui des collectivités locales. Je ne trouve pas que ce soit un bon signe. Je ne trouve pas que ce soit un bon signe que l'état d'urgence soit prolongé sans même qu'il y ait de débat sur la liberté publique en France. Je ne pense pas que ce soit un bon signe qu'on propose, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, en rapportant les propos du gouvernement, qu'on fasse des lois sanctionnant certains discours. Je ne sais plus quels sont exactement les termes qui sont dans le débat. Donc je pense qu'il y a un déclin de l'esprit démocratique aujourd'hui, et le fait que les Français ne voient aucun problème à ce que le gouvernement soit un peu autocratique est, à mon sens, inquiétant. Mais là, il s'agit de son parti, franchement. Je veux dire, je pense que les Français se fichent éperdument de qui décide, qui choisit le patron d'En Marche. C'est vraiment pas nos oignons. Ce sont plein de petits signaux faibles qui ne sont pas très rassurants. Mais le reste, je trouve qu'il y a des éléments avec lesquels je suis d'accord, mais ça... Si vous voulez qu'on a plutôt envie... députés de En Marche de décider. Je pense en réalité que les Français, il n'y a rien qui les enquiquine plus que les chicayas. Si vous voulez, on a passé un quinquennat avec les chicayas entre les frondeurs et la présidence. Franchement, ça suffit. Il a gagné, qu'il gouverne, et on le jugera sur ce qu'il fait. Et avec une guerre ouverte... à droite aussi, où tous les grands leaders de la droite s'injuriaient par presse interposée ouvertement. Alors qu'aujourd'hui à droite tout va bien, on va y venir dans quelques instants, après que je vous ai livré la réaction de Damien qui nous dit « Il est bizarre que François Bayrou ne se manifeste pas à la tête de la République En Marche ». Quant à Marie, elle pense que c'est cool parce que Christophe Castaner vient de la société civile. Oui, enfin, il était quand même parlementaire et déjà élu et membre du parti c'est son côté hipster, socialiste. Absolument. La droite, parlons-en. Les Républicains sont-ils les plus bêtes du monde, pour paraphraser le titre d'un livre célèbre. Je vous rappelle le dernier épisode de la tragicomédie de l'expulsion des responsables républicains constructifs, c'est-à-dire soutenant plus ou moins ouvertement Emmanuel Macron. Le bureau politique qui s'est réuni hier, finalement, on ne les a pas exclus parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour prendre la décision. Rachida Dati, dans un tweet assez drôle, nous dit que hier soir, c'était le dîner de cons. Et Laurent Wauquiez, le probable futur patron du parti, n'est pas loin de penser comme Rachida Dati. Il l'a dit ce matin sur France Inter. Vous savez, la politique ressemble à un mauvais gag. Et hier, c'était le cas.
où on s'est retrouvés... Dîner de con, dit Rachida Dati. Vous reprenez la phrase ? C'est en plus, il n'y avait rien à manger. Donc c'était un peu un dîner de con. Au moins, ça, c'est un film que j'aime bien. Mais en tout cas, où on s'est retrouvés à compter des croix sur une feuille de présence. Et il vaut mieux parfois, effectivement, prendre le parti d'en rire. Elisabeth Lévy, nous avons repris le micro. Mais puisque vous avez quelque chose à dire, dites-le nous. Est-ce que vous êtes choqué qu'on n'arrive pas à exclure des gens qui sont plus dans la majorité que dans l'opposition chez les Républicains ? Moi, je suis surtout... pas seulement choqué, je suis consterné, si vous voulez, parce que je pense dans un sens que Macron a opéré une sorte de clarification. Il a fait l'UMPS dont nous parlions tant. Si vous voulez, il y a le bloc central de la société française qui n'avait aucune raison, si vous voulez, de ne pas voter pour les mêmes gens. Et il n'y avait aucune raison que François Hollande et Alain Juppé se chamaillent. Si vous voulez, leurs représentants devraient pouvoir se retrouver et travailler ensemble, puisqu'il n'y a pas d'opposition idéologique entre eux. Donc je pense que tout ça devrait se faire sous la forme d'un divorce à l'amiable. Les gens qui veulent une droite, disons, plus populiste, un peu plus conservatrice, que le progressisme macronien le propose, et ben devraient partir, essayer de ramasser la partie du Front National avec laquelle ils peuvent s'entendre, et laisser les autres aller chez Macron. Et ça fera une majorité pour gagner... Comment ? Ça fera une majorité, ça, en tous pour les gagner cas, une moi, ce que je présidentielle ? crois, on en a déjà parlé, c'est que toutes ces années, si vous voulez, on a perdu un temps énorme parce que les frontières politiques, les clivages politiques ne correspondaient plus à aucun clivage idéologique. Et moyennant quoi, on a les deux grands partis, en tous les cas, pour parler des Républicains, parce que peut-être vous avez certainement des choses à en dire, Erwan, puisque vous êtes à la... Comment s'appelle le think tank ? La Fondapol. Oui, à la Fondapol. Pendant toutes ces années, au lieu de faire un travail idéologique, c'est-à-dire un éclaircissement, qu'est-ce qu'on pense sur l'Europe ? Est-ce qu'on est plutôt Juppé ou est-ce qu'on est plutôt, je ne sais pas qui, des souverainistes ? Est-ce qu'on est plutôt Wauquiez ? Qu'est-ce qu'on pense sur l'immigration ? Qu'est-ce qu'on pense sur l'intégration ? Au lieu de ça, si vous voulez, ils ont passé leur temps à mettre le couvercle par-dessus. Et moi, je crois que si un parti politique veut être utile à son pays, il faut qu'il propose une ligne, une vision du monde, et ils ne la proposeront pas tant qu'ils seront tous ensemble. Je précise que si... Solaire dit qu'il ne peut pas rester, Solaire dit qu'il aime beaucoup, qu'il peut écouter des discours de Macron, mais qu'au bout de 5 minutes de Wauquiez, il doit se tirer tellement il n'en peut plus. Je ne comprends pas, moi. Pourquoi il ne se barre pas ? Voilà, si c'est constructif, c'est-à-dire à la fois les membres du gouvernement... Thierry Solaire. Voilà, Thierry Solaire. Les membres du gouvernement font encore partie des Républicains, ou bien des parlementaires comme Thierry Solaire, n'ont pas été exclus, c'est parce que le quorum n'avait pas été atteint, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là. Et les gens qui n'étaient pas là, c'était Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand. Donc ça confirme un peu ce que ça Elisabeth Lévy, il y a de ces deux lignes, dont l'une vote en s'abstenant. On voit bien qu'il y a quand même il y a vraiment deux lignes, ne serait-ce que... c'est deux lignes historiques. Émile Leclerc. C'est deux lignes historiques à droite. Ça fait seulement 15 ans, oui, c'est ça, l'UMP c'était 2002. Donc ça fait seulement 15 ans que la droite a réussi à se réunir. Et depuis toujours, la droite a été séparée entre une droite plutôt centre-droit, humaniste, et une droite, voilà, qui était l'UDF, et une droite qui était un peu plus dure, qui était plus à droite, qui était le RPR auparavant. Donc aujourd'hui, la scission, finalement, c'est un retour à l'ordre normal des choses, j'ai envie de dire. Il n'y aura pas de reconstruction, en tous les cas, à mon avis, sans clarification, je pense. Non ? Qu'est-ce que vous... Non, oui, ça paraît... Le replâtrage avec tout le monde, c'est la pire des solutions, je pense. Renaud Girard, est-ce que vous l'auriez exclu ou pas exclu ? Non, mais c'est vrai que les deux, c'est vrai ce qui dit Elisabeth. Il y a deux grandes questions aujourd'hui. Il y a trois grandes questions politiques. Il y a l'Europe, c'est-à-dire l'Europe nous aide-t-elle, nous favorise-t-elle, ou est-elle mauvaise pour nos intérêts, nous appauvrit-elle? Donc ça, il y a des gens qui pensent que l'Europe, c'est une bonne chose que nous soyons dans l'Europe, et des gens qui pensent que c'est une mauvaise chose. Donc là, il faut qu'il y ait un éclaircissement. Il y a l'immigration. Alors pour une partie, même des socialistes, et peut-être même de cette droite, centre-droit, enfin en tout cas il y a des socialistes qui ont dit l'immigration c'est une chance pour la France. Voilà. Et alors il y a d'autres personnalités politiques qui disent non, l'intégration ne se fait pas bien, ne s'est pas faite, et donc tant qu'elle ne se fait pas bien, quand l'assimilation ne se fait pas, il faut fermer les frontières, il faut donc renoncer, abolir le regroupement familial,
qui avait fait la droite UDF, cette droite UDF, enfin avec Chirac, ils étaient tous ensemble, avaient fait le regroupement familial en 1975. Vous voyez, ils étaient revenus sur une politique qu'avait fait De Gaulle en 1945. De Gaulle avait dit, il a fait une ordonnance sur l'immigration, il a dit tous les gens qui peuvent venir de l'Est, qui fuyaient le communisme, ou les Juifs qui avaient survécu à la Shoah, etc., ils peuvent venir en France. De Gaulle avait dit, je veux personne de nos colonies. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'était séparé, c'était cruel d'ailleurs, de l'Algérie, parce qu'il avait dit à Perfit, que voulez-vous, Perfit, ces gens-là ne sont pas des Français, je ne veux pas de Colombelles et de Mosquée. Voilà. Et puis, il y a eu un revirement en 1975 avec Chirac. Et puis depuis, on a cette immigration massive a causé des problèmes en France, il faut le dire quand même. Voilà, il y a des problèmes, et il y a des gens qui considèrent qu'on peut continuer. Ça, c'est le troisième sujet, c'est le socialisme, le communisme dur. C'est-à-dire, faites payer les riches. Et ça, c'est Mélenchon. C'est Mélenchon, il représente quelque chose à Paris. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, comme Macron, c'était l'intérêt de son intervention l'autre jour avec les journalistes, c'était de dire il faut en finir avec cette maladie française de la jalousie, de la jolie voiture qu'on va rayer parce qu'on est jaloux, parce qu'on ne peut pas, du ressentiment. Il faut au contraire donner des occasions, des opportunités à chacun de se développer. Voilà, même si on ne peut pas dire que ce débat-là, enfin, c'est plutôt Mélenchon qui n'est pas encore membre de LR. Alors là, il y a un troisième débat, c'est que les gens se prononcent là-dessus. Est-ce qu'on fait payer les riches ou est-ce qu'on considère que c'est contre-productif et au contraire, il faut faire revenir les riches pour qu'ils investissent. Et ce débat, c'est très intéressant. Ce débat se fait aussi au Front National. Absolument. Mais Philippot, il est plutôt pour faire payer les riches. Ouais. Marion Maréchal Le Pen, elle est plutôt pour faire revenir les riches. Ouais. On va écouter ce qu'en pense Erwan Le Nord, mais on va faire un petit tour par les réseaux sociaux. Jean-Baptiste Merdian du Figaro.fr nous a rejoint. Qu'est-ce qu'on dit de ce sujet? Oh là, grand débat. Beaucoup de réactions dans tous les sens. J'ai identifié quelques internautes intéressants. Alors, l'exclusion des constructifs n'est pas la solution. De grâce, remettons-nous au travail, c'est urgent. Stop à cette comédie de procédure. Alors ça, c'est Thomas, qui est militant républicain, qui s'énerve un petit peu. Et les commentaires arrivent de partout. Jean-Luc Moudin, qui est Jean-Luc Moudin? Le maire de Toulouse. Centre, gauche, droite? Centre droit, de mémoire. Merci Guillaume pour ce rappel. Sous-préfecture. Et donc, Jean-Luc Moudin regrette une exclusion qui est pour lui la facilité. Cela permet d'éliminer Toulouse, certaines préfecture idées. de région quand même. Merci Guillaume de connaître toutes les personnalités de la Ve République. Cela permet d'éliminer, écoutons les réseaux sociaux, cela permet d'éliminer certaines idées pourtant nécessaires au rassemblement de la droite et du centre. En face, nous avons Nadine Morano qui a fait de grandes performances, qui s'est beaucoup exprimée. Elle a notamment dit que les constructifs critiquent les LR matin, midi et soir et refusent de partir. On les vire, ils s'accrochent comme des moules au rocher, le sens de l'image. Et elle va un peu plus loin et s'en prend directement à Thierry Solaire, dont on parlait tout à l'heure. En plus d'être un traître, tu es vraiment un sale type. Mais c'est pas une réponse à quelque chose, ça, quand même? Non, je crois que c'était directement... mais oui, je pense que tout ça n'est qu'un débat... Poursuivez, Jean-Baptiste. Pardon. Benoît, lui, simple internaute, il y voit une stratégie d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron aura détruit les LR, on se débarrassera des constructifs comme il l'a fait avec les modems. Nicolas, lui, naturellement, ça lui plaît. Hein, il est à La République En Marche. Il félicite. Pendant que La République En Marche rassemble autour d'un axe central, les Républicains excluent, divisent et dérivent vers l'extrême droite. Là, positionnement, justement, de notre RPR qui va vers plus à droite. Et enfin, petit soupçon d'ironie d'un internaute qui s'appelle La Deuxième à droite, prédit qu'à ce rythme, c'est les constructifs qui vont finir par exclure les Républicains. Ça, c'est drôle. C'est très drôle. Merci Jean-Baptiste. En quelques mots, d'abord, je pense qu'effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est assez pathétique, cet imbroglio autour de l'exclusion ou non. Les Républicains ont été assez idiots. Ils n'auraient rien fait. Dans un an, avec Laurent Wauquiez, président du parti, ça aurait été au Premier ministre Édouard Philippe, aux ministres qui ont rejoint Emmanuel Macron, de se positionner, de dire si oui ou non ils quittaient leur parti ou ils y restaient et adhéraient à la ligne que Laurent Wauquiez aura définie. Ça, c'était malin. Et là, ils auraient dû vous écouter. Oui, mais bon. Aujourd'hui, ils sont dans une situation qui est absolument ridicule. Alors, je suis partiellement d'accord avec ce qu'a dit Elisabeth Lévy. Je pense qu'effectivement, les partis ont un grave problème de ligne politique qui n'a pas été définie depuis longtemps. Et que c'est pour ça que Emmanuel Macron a pu gagner l'élection présidentielle puis législative. Toutefois, je ne suis pas convaincu que les clivages soient exactement aussi précisément ce dont on a pu discuter. Je pense qu'il y a quelque chose qui reste commun entre ces deux droites, qui ne sont pas de gauche, et que depuis 15 ans, leur difficulté, c'est qu'ils tournent autour d'une manière de réformer l'État-providence. Ils ne savent pas trop quoi en faire, ils ne savent pas quelle ligne inventer. C'est vrai de la droite française, c'est vrai de l'ensemble des droites européennes. C'est-à-dire que face à un État qui a fait faillite,
Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a une autre question, une question de la ligne, il y a une autre question, une question de la stratégie, qui est maintenant, quelle que soit la ligne, comment est-ce qu'on fait comment la droite fait pour regagner le pouvoir? Et là, la stratégie de Laurent Wauquiez est de dire je pars d'un socle de droite et en faisant concurrence au FN, parce que si c'est pas moi, ça sera le FN. Et même si je ne suis pas convaincu toujours par la ligne qui n'est pas toujours libérale de Laurent Wauquiez, quand on regarde les autres pays d'Europe, les autres pays occidentaux, force est de reconnaître que c'est probablement une voie qui peut prospérer. Je donne 20 secondes à Elisabeth Lévy. Mais je veux pas. Alors 15. Comment je crois que j'ai oublié mon idée, mais elle va me revenir. Heureusement, Émile Leclerc, lui, a une idée qu'il a en tête. Tant pis, l'histoire ne repasse pas les plats, disait C'est Napoléon. rapide, parce qu'on avait interrogé justement les Français, et particulièrement les sympathisants, les Républicains, sur ces questions de l'exclusion. Eux trouvent logique qu'on exclue au moins, parce qu'on avait détaillé, on avait fait une sorte de graduation, au moins pour ceux qui sont rentrés au gouvernement, parce qu'il y a une logique évidente. On ne peut pas à la fois être dans le gouvernement et dans un parti qui se réclame de l'opposition. En revanche, pour les députés constructifs, ce qui est le cas d'Édouard Philippe, et pour les députés, en revanche, ils étaient un peu moins favorables, les sympathisants LR, puisqu'ils considèrent aussi qu'on peut, par moment, voter une loi que le gouvernement propose si elle correspond aux convictions de droite, aux convictions du parti. Et vous vous souvenez, c'était la réussite de Macron, finalement. C'était de dépasser les clivages partisans sur des questions qui étaient idéologiques. Et pourquoi ne voterait-on pas une loi émise par un autre parti par principe, juste parce qu'elle est émise par l'autre parti. Oui, donc les gens peuvent comprendre que certains députés se placent comme des constructifs. Un mot, Erwan. Il y a quand même un clivage qui n'est pas dit là-dedans, parce que je pense que Renaud a énoncé 3 clivages importants, bien que sur l'Europe ce ne soit pas, on est pour. Et vous en avez un 4e. Si vous voulez. Mais il me semble qu'il faut parler aux perdants culturels. Il me semble que la droite, si vous voulez, Macron parle en quelque sorte avec le start-upisme, le progressisme, le parti de demain. Il veut parler aux gagnants culturels. Or, il faut une droite qui parle aux perdants culturels qui sont autant le Cateau de Versailles que le Prolo du Nord. Si vous voulez, des gens qui se font traiter toute la journée, en gros, de résidus du passé. Je vous promets qu'on y reviendra, mais je voudrais qu'on parle aussi d'un dernier sujet autour du harcèlement sexuel. Vous savez que depuis les révélations concernant un producteur hollywoodien, il y a un hashtag Balance ton porc invitant les femmes victimes de harcèlement à se manifester. Il y a des déclarations publiques toujours plus nombreuses. La dernière en date, concerne le président George Bush senior, 93 ans, et une actrice américaine qu'il a rencontrée, qui s'appelle Heather Lind, dit « Il m'a touché par derrière depuis sa chaise roulante ». Alors que sa femme Barbara Bush se trouvait à ses côtés. Il ne se passe pas le jour quasiment sans qu'il y ait des révélations de ce type. Elisabeth Lévy, vous avez écrit un article assez fort qui s'appelle « Le Grand Délaton » pour critiquer cette opération « Balance ton porc ». Votre article est disponible en ligne d'ailleurs, on peut s'y référer. Je voudrais vous poser une question un peu personnelle parce que vous en parlez dans votre article. Vous dites « Moi, je n'ai pas de porc à dénoncer ». Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce harcèlement qui semble être généralisé si on en croit tous les médias. Non, mais non seulement il n'y a pas de fatalité, il n'y a évidemment pas de fatalité, mais surtout le phénomène est beaucoup moins ample que ce qu'on nous raconte. Si vous voulez en croire maintenant les enquêtes, il n'y a pas une femme qui n'ait pas été victime. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est la réalité des relations entre les hommes et les femmes dans notre pays ? Est-ce que, et puis par ailleurs, vous m'arrêtez quand j'ai trop parlé parce que ce sujet me rend folle, mais je pense que c'est très grave. Parce que, sous prétexte d'atteindre la justice, d'accord, on suspend les garanties les plus élémentaires qui président à notre justice. Ça s'appelle l'habeas corpus. C'est même pas nous qui l'avons inventé, désolé. Et c'est bien avant la démocratie. C'est que quand on accuse un bonhomme ou une femme, évidemment, de quelque chose, on va le chercher par le callback et on lui dit viens ici, voilà ce qu'on te reproche, réponds. Ça, c'est le minimum. C'est au cœur de notre système. Avec ce qui est en train de se passer, la fille qui a posté le premier message demande des noms et elle demande des détails. Eh bien non, il ne suffit pas que quelqu'un vienne pour dire X, Y ou Z m'a fait ci ou ça pour que ce soit vrai. La justice, ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Et juste la deuxième chose, la définition du harcèlement. Là, ça commence à bien faire, si vous voulez, parce que dans tous les récits que nous avons, donc, il y a des filles qui sont agressées, vraiment,
qu'on oblige. Il y a des filles qui sont l'objet de chantage d'un type qui leur dit « si tu passes pas à la casserole, tu n'auras pas ceci ou cela ». Le reste des cas, ce sont des hommes qui ont tenté leur chance. Voilà. Et tout d'un coup, on voit, alors d'une façon plus ou moins lourde, plus ou moins intelligente, je veux dire, je ne dis pas que c'est agréable pour une comédienne, si vous voulez, quand un type lui dit « est-ce que tu voudrais bien me regarder me masturber ?» c'est pas agréable, mais qu'on me dise qu'elle est traumatisée jusqu'à la fin de ses jours, et qu'elle n'a pas pu s'en remettre, et qu'elle n'a rien dit, en plus parce qu'il fallait pas énerver le grand producteur, excusez-moi, je veux dire, soit... Je vis pas dans le même monde, je ne vis pas dans un monde où les femmes sont dans leur ensemble sans défense, et je ne parle pas de la caissière qui voit son chef de rayon la harceler. Les journalistes politiques qui pleurnichent toute la journée, si vous voulez, ne sont pas des faibles femmes sans défense qui n'ont aucun moyen de riposter à un homme, et on ne peut pas... Moi, je crois à l'égalité des sexes, ça veut dire que dans un très grand nombre de cas, je veux dire, on peut riposter. Et on devrait réserver toute notre indignation aux cas réellement douloureux, au lieu d'encourager toutes les femmes à dire « moi aussi, je suis victime ». Me too. Est-ce que vous voyez l'horreur de ce hashtag ? Toi aussi, tu es victime. C'est-à-dire que celle qui n'est pas victime, elle va se sentir vraiment... Excusez-moi, c'est une blague que m'a fait Eugénie Bastier, qui n'est pas suspecte de ne pas être, qu'on n'ait pas envie de la regarder. Eh bien, je veux dire, elle me dit, mais c'est dingue, je me sens... Donc, si vous voulez, on a l'impression que si on ne raconte pas, nous aussi, notre lot d'horreur qui nous aurait été faite, je veux dire, on n'existe pas vraiment. Et pourtant, Émile Leclerc, oui, si on en croit les sondages, il y a beaucoup de Françaises qui considèrent qu'elles ont été harcelées. On a interrogé les Françaises et les Français d'ailleurs, parce que les hommes, ça peut leur arriver. C'est 10%, c'est 10% exactement, mais chez les femmes, c'est bien plus élevé et c'est assez logique. C'est une femme sur deux qui nous dit avoir déjà été victime de harcèlement ou d'une agression sexuelle. Un élément intéressant aussi, c'est plus on est jeune, bizarrement, on pourrait croire que plus on avance dans l'âge, plus on a de chances d'avoir été une fois harcelé dans sa vie, ça serait logique. Eh bien non, c'est l'inverse. C'est les plus jeunes femmes qui nous disent avoir été plus harcelées. Parce qu'on oublie. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on oublie, peut-être, ou peut-être parce que la définition et le sentiment a changé aussi. Et que les choses ont changé et qu'il faut accepter, puisqu'aujourd'hui, les femmes nous le disent quand on leur demande est-ce que c'est un problème important ? Elles nous le disent, et les Français de manière générale nous disent oui, c'est un problème très important. Donc on est obligé d'accepter parce qu'ils le disent. Je ne dis pas qu'il faut accepter. Je dis pas qu'il faut l'accepter ou quoi que ce soit. Je dis simplement que les Français et les Françaises nous disent c'est un problème important. Ils sont même très favorables à des projets de loi. On les avait interrogés sur le projet de loi de Marlène Schiappa. Donc oui, c'est un problème de société qui compte, qui doit porter de débat. Après, je n'ai pas à me positionner sur qui a raison ou qui a tort. Mais en tout cas, c'est un sujet dont on doit parler. On voit cette histoire de cette actrice qui était complètement inconnue et qui donc se fait un coup de pub en disant que de sa chaise à Roula, le président à genoux lui a mis aux fesses. Je n'y crois pas une seconde. Et quand bien même, il lui aurait mis la main aux fesses. Franchement, et je vais faire une défense rétrospective. Mais vous allez prendre. Hein. Après avoir dit ça, je peux vous dire que vous allez prendre. Une défense rétrospective de Mike Tyson. Mike Tyson, je parle le procès, c'est très dangereux ce que je fais. Le procès Mike Tyson, oui, le boxeur, etc. Il y a tout ce qui est avéré au procès, tout le monde était d'accord au procès, c'est qu'il y a une jeune personne qui se vante auprès de ses copines qu'elle va se faire Mike Tyson. Donc elle va coucher avec lui et qu'elle va entreprendre de pouvoir coucher avec lui. Voilà. Tout ça, tout le monde est d'accord avec ça, parce que la conversation, il y a eu des témoins. Ensuite, elle monte dans la chambre de Mike Tyson, d'accord ? Et elle accepte, et là tout le monde est toujours d'accord, elle accepte de se déshabiller. Elle monte à 2h du matin. Elle n'est pas forcée, elle y va elle-même. Et après, sur le fait de l'acte sexuel, elle se plaint qu'elle a été violée. Mike Tyson a pris 10 ans de prison. Il a fait 10 ans de prison ferme. Vous savez ce qu'il faut faire en France pour prendre 10 ans de prison ? Là, il faut quand même... Excusez-moi, j'ai été un peu vulgaire, mais il faut stop, quoi. Il ne faut pas déconner, quoi. Mais tous ces cas ne sont pas là. Erwan Lenon. Sur ce cas-là, je ne le connais pas, je ne peux en parler, mais il a quand même été jugé par des institutions judiciaires indépendantes. Il a pris 10 ans de prison. Juste, moi, je n'aime pas non plus l'ambiance de délation et de gens qui sont condamnés avant même d'avoir été jugés. Pour autant,
quand même, si les femmes s'expriment de cette façon, c'est qu'il y a quand même dans la société française un sentiment partagé visiblement, vous l'avez dit, par un grand nombre de femmes, qu'elles ne sont pas respectées. Que pour le voir dans le milieu politique, il y a aussi beaucoup d'idées que si les femmes sont là, c'est parce qu'elles ont couché, que si elles sont là, c'est uniquement pour leur physique. Et je crois effectivement que ce mouvement, s'il a des défauts, il a un avantage, c'est qu'il donne suffisamment de confiance à un certain nombre de femmes pour dire, mais moi aussi, à un moment, je ne me fais plus marcher dessus. Et vous avez raison, elles peuvent répondre, mais il y en a certaines qui n'osent pas. Après, est-ce que c'est là le principal, est-ce que c'est le seul problème aujourd'hui des femmes dans la société française? Je ne pense pas. Je pense que pour bien connaître par ailleurs des quartiers difficiles, il y a là un vrai problème de droit des femmes dont on ne parle pas. Absolument. Les femmes ne sont pas respectées, les femmes n'ont pas les mêmes droits. Il faut bien dire, le président Macron en a parlé, donc j'étais très étonnée. Macronienne Elisabeth aujourd'hui. J'étais extrêmement étonnée de l'entendre dire cette chose absolument inaudible dans les médias de gauche. Il a dit que c'était dans les quartiers que se posait massivement, particulièrement la question du harcèlement. Or, quand on disait cela après Cologne, Caroline de Haas nous disait qu'on avait de la merde raciste dans les yeux. Mais donc, les droits des femmes et le respect des femmes est quand même un vrai sujet aujourd'hui dans la société française, à mon sens. Alors, je pense que nous n'en disconviendrons pas. Bon. Merci à tous les quatre pour ce débat passionnant. Surtout, restez connectés. Vous allez retrouver dans quelques instants l'invité de conversation avec Marie-Laetitia Bonavita. C'est ce soir Stéphane Marchand, auteur d'un ouvrage sur les secrets de votre cerveau. Et point de vue, ça repart demain, même heure, même endroit. Bonsoir.